Bonjour, nous voici réunis donc avec les musiciens du Quatuor Bella pour un concert qui va réunir trois grands compositeurs du XXe siècle, Ravel, Shostakovich, et un troisième un petit peu moins connu dont on parlera tout à l'heure, Hans Krása. De ces trois compositeurs vont émaner trois ambiances différentes dans la musique qu'ils ont écrite, mais aussi liées à leur vie, leur personnalité, ce qu'ils ont vécu au moment où ils ont écrit ces œuvres et leur particularité en tant que compositeurs. On va commencer avec Ravel qui a écrit ce quatuor. C'est un quatuor de jeunesse qu'il a écrit au début du XXe siècle, qu'il dédie à son maître Gabriel Fauré, mais dans lequel il va y avoir finalement énormément de nouveautés. La particularité de la musique de Ravel dans ce quatuor, c'est ce qui fera un petit peu toute la musique de Ravel, mais qu'on retrouve encore plus ici, c'est beaucoup de douceur, beaucoup de transparence et des mélodies assez éthérées. Le quatuor commence par une mélodie exposée au violon, toute simple, très limpide. Je vais demander à Frédéric de jouer juste cette mélodie, simplement au début. Alors, comment Ravel va s'y prendre pour donner cette douceur, donner ce raffinement, encore une fois, beaucoup dans l'accompagnement. L'accompagnement va être composé ici de groupes des trois autres instrumentistes et qui vont, pendant que le premier violon joue cette mélodie, tout simplement faire une gamme, c'est-à-dire une suite de notes qui monte et qui descend. Alors évidemment, ça va nous rappeler un peu la respiration, c'est-à-dire une inspiration jusqu'en haut de la phrase, et puis on redescend. S'il vous plaît. Ce qui fait que si on met les deux ensemble, l'accompagnement et la mélodie, on va avoir cette sensation de vie, cette sensation de respiration, avec en même temps quelque chose d'extrêmement doux. Alors, autre particularité de l'écriture de Ravel, et qui sera reprise par beaucoup de compositeurs par la suite, notamment en quatuor, on va essayer de s'échanger les voix à l'intérieur des quatre instruments. Jusqu'à l'époque romantique, lorsqu'on écrivait pour un quatuor à cordes, c'était grosso modo quand même un instrument qui avait la mélodie et les trois autres, ou deux autres, accompagner. Ici, on va, à l'intérieur même d'une phrase musicale, s'échanger les mots, on pourrait dire. C'est comme si on avait une phrase, finalement, et que deux personnes disent une phrase et chacun dise un mot. Ici, on a ce procédé. On va voir que, par exemple, juste après, eh bien, les deux violons vont chacun leur tour se répondre. Premier violon. Réponse sur le second violon. Réponse. Et alors, ce procédé, il va l'utiliser dans tout le quatuor, aussi bien dans des moments extrêmement tendres comme celui-ci que dans des moments qui seront beaucoup plus animés, beaucoup plus agités. Il y a cette caractéristique de la douceur dans la musique de Ravel, mais ça ne veut pas dire que la musique va être tout le temps statique dans tout le mouvement. Justement, ce qui fait la particularité de Ravel et de la richesse de ce quatuor, c'est justement d'arriver à varier les procédés d'écriture pour avoir toujours quelque chose de nouveau. On a vu que c'était une ambiance assez raffinée, assez douce. Alors il va garder cette douceur, mais à un moment donné, avec une mélodie, elle, encore très douce, tu peux nous faire la mélodie 1, s'il te plaît, qui est au premier violon. Très jolie mélodie, très douce, seulement là,
l'accompagnement va être beaucoup plus agité. Il s'agit de quoi? Il s'agit de second violon et de l'alto qui vont faire des suites de notes beaucoup plus rapides. Vous nous les faire une fois lentement. Alors, ici, on a deux procédés, c'est-à-dire que l'alto, lui, répète des notes. Tu peux nous faire juste, s'il te plaît Tandis que le second violon, lui, fait des suites de notes liées. Les deux ensemble, au tempo. Seulement, ça, mêlé à la mélodie du premier violon, qui elle est au contraire extrêmement douce, ça va donner un caractère complètement nouveau. On peut voir la même chose ? Voilà. Et vous avez vu que dans le même temps, il a gardé son concept d'échange de voix, puisqu'on a eu la voix qui a été énoncée au violon, et puis reprise après par l'alto, et ensuite la reprise par le second violon. Ce qui donne une sensation de spatialisation de la musique au sein du quatuor à cordes. Les éléments mélodiques qu'on entend, qu'on perçoit en tant qu'auditeur, passent de l'un à l'autre et donnent cette impression de spatialisation. Ce procédé d'échange et de, je dirais, à la fois de douceur, d'opposition de douceur et d'agitation, eh bien, elle va jusqu'à son paroxysme. À un moment donné, il va demander aux deux violons, pareil, d'échanger. Mais alors, ils vont échanger sur un moment beaucoup plus court. Je pourrais prendre comme exemple que tout à l'heure, je vous parlais du fait d'échanger un mot. Par exemple, deux personnes parlent, font une même phrase et une personne dit un mot et l'autre dit un autre mot. Là, ça serait presque une personne dit une syllabe et l'autre une autre syllabe. Tellement ça va très vite. On va vous le faire lentement une fois. Vous pouvez faire sur l'allegro lentement. Premier violon, répond au second, répond au premier, répond au second. Sauf que, évidemment, il demande aux musiciens de le jouer beaucoup plus rapidement et ça va nous donner cette sensation d'explosion et qui sert justement à ramener quelque chose de beaucoup plus calme puisqu'il va revenir à la fin du mouvement à quelque chose de beaucoup plus calme. On peut avoir tout le monde là-dessus au tempo ? Et on est revenu à quelque chose d'extrêmement calme. Parce que c'est comme ça quand même qu'il va terminer son mouvement. Comment il va terminer le mouvement? En fait, en réutilisant ce qu'on a déjà entendu. C'est quand même un principe vieux comme l'histoire de la musique tonale en Occident. C'est-à-dire qu'on utilise toujours le même matériau pour que l'auditeur puisse s'y retrouver et reconnaître quelque chose. Alors, souvenez-vous de la mélodie du début que nous avait joué le quatuor. Eh bien, à la fin, cette mélodie, elle va être un tout petit peu transformée et surtout, elle va être très ralentie, de plus en plus ralentie, comme si tout ça se terminait extrêmement calmement. La fin, s'il vous plaît. Voilà comment il termine le premier mouvement, dans cette chose extrêmement calme, avec le même matériau du début,
très légèrement transformé, ce qui nous donne quelque chose d'extrêmement naturel dans la musique. On est passé par plein d'ambiances différentes, par des moments très agités, des moments très rêveurs, et puis on ne se rend même pas compte qu'on a terminé finalement comme au début. Bien sûr, dans tous ces mouvements, il va utiliser d'autres procédés et il va exprimer d'autres choses. Dans le deuxième mouvement, on va avoir quelque chose de complètement opposé. Autant on avait au début du raffinement, de la douceur. Dans le deuxième mouvement, on va avoir de la gaieté, on va avoir quelque chose même un peu d'espiègle qui pourrait presque faire penser à un mouvement d'horloge. Alors pour ça, il va d'abord demander aux instruments de jouer d'une façon inhabituelle en quatuor, bien que vous ayez déjà entendu, pizzicato, c'est-à-dire qu'on utilise simplement le doigt pour pincer la corde comme une guitare. On n'utilise plus l'archet pour donner un son très court et surtout, il va jouer avec les rythmes. En musique, on a tendance au niveau du rythme à avoir deux subdivisions, où le rythme est subdivisé en trois. Si vous connaissez la valse, une valse, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou alors un mouvement binaire, 1, 2, 1, 2. Alors il va mélanger les deux pour créer cette espèce de petit mouvement d'horloge. Ici, on va avoir deux instruments qui vont faire des pizzicato en mouvement ternaire. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Mais ici, il va y avoir un musicien qui va, lui, faire une mélodie en mouvement binaire. Voilà, ici, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Alors, quand ça va se mélanger, on pourrait penser que ça va donner quelque chose d'un peu bancal. Pas du tout, au contraire. Ça va, tout ça, donner ce mouvement complètement métrique, qui fait un peu penser à une horloge, qui fait un peu penser à quelque chose qui sautille un peu dans tous les sens et qui donne cette gaieté, avec le violoncelle en plus. Ok, alors... Quand on a exposé tout ça, eh bien, on va forcément retrouver ce mouvement de petit lutin pendant tout le temps. Mais il ne pouvait pas écrire tout un mouvement comme ça et sans se priver de mélodie, alors que Ravel est un des plus grands mélodistes, qu'il aime les mélodies longues, les mélodies douces. Eh bien, là aussi, il va mélanger les autres. Les deux, pardon. Il va écrire une mélodie très douce, très éthérée au violon. Tu peux nous faire la mélodie à 15, s'il te plaît ? Et puis, il va faire un accompagnement au milieu. Vous nous faites l'accompagnement au même endroit. On a toujours cette impression qu'il court comme ça partout. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on n'oublie pas notre fameux principe d'échange de bons procédés, c'est-à-dire d'échange de voix, on se répond, et l'un va faire la mélodie, l'autre fait l'accompagnement, et puis on va échanger. On peut refaire la même chose? Voilà. Alors, dans ce mouvement, on a ces échanges, on va avoir donc quelque chose de très vif, de très inventif, tout le temps, ça va passer très rapidement d'un caractère à un autre. Et puis... à tel point qu'on va se retrouver à un moment donné avec l'opposé. On est parti avec quelque chose d'extrêmement joyeux, d'extrêmement sautillant, et puis d'un coup, tout va s'arrêter. On peut prendre le passage où il y a les sourdines, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'il fait pour retrouver du calme? Il va d'abord changer le timbre de l'instrument. Pour changer le timbre de l'instrument, il demande aux instruments, tu nous montres juste, Luc, de rajouter cette petite pièce qu'on met sur le chevalet, qui va pincer le chevalet, qui va empêcher que le chevalet vibre trop et qui va assourdir un petit peu le timbre de l'instrument, ce qui va nous donner quelque chose d'extrêmement calme. Vous voyez que là, on est complètement à l'opposé du début.
de notre petite horloge du début ou des mouvements très agités qu'il y avait au début. On a quelque chose vraiment de complètement calme. On pourrait imaginer, on a souvent associé ce mouvement à une musique pour enfants. On pourrait imaginer un enfant qui s'est endormi et qui se met à rêver et qui est dans un calme absolu. Et puis, il va se réveiller, cet enfant. Il va se réveiller. Le réveil, il va se faire par des réminiscences de la mélodie du début. Tu peux nous refaire juste les 2 premières mesures, s'il te plaît, Frédéric, du début. Eh bien, cette petite mélodie, elle va revenir et comme un vague souvenir, et ils vont se la passer de l'un à l'autre, se répondre de l'un à l'autre, comme quelque chose qui se réveille. Ce petit pam 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 qui se répondent, évidemment, c'est ce qu'on a entendu au début, qui revient comme ça et qui réveille un peu ce personnage, qui va finir par se réveiller complètement pour revenir évidemment à ce petit mouvement du début, cette petite horloge du début. On peut prendre après là sur. Voilà, et il va revenir exactement à ce qu'il nous a montré au début et finir de la même façon. Ravel, dans tout son quatuor, va jouer avec un peu ces 2 caractères et on peut dire que les mouvements qui vont suivre, et notamment le dernier, va être un peu comme une sorte de résumé en fait de ce qu'on a entendu avant, autant dans ce qu'il a voulu exprimer, les ambiances, que dans le moyen d'y parvenir. On a donc ici un procédé d'écriture du quatuor tel qu'il était au début du XXe siècle. On va voir qu'avec le compositeur suivant, Shostakovich, ça va être très différent. Alors Shostakovich est son 7e quatuor. Il en a écrit 15, là où Ravel en a écrit qu'un seul. On sait que c'est un moyen chez Shostakovich de s'exprimer très important. Durant toute sa vie, il a écrit des quatuors. Il ne vous a pas échappé que nos 2 violons ont permuté. L'un était premier et l'autre était second et ils ont échangé. Tous les quatuors ne font pas ça. Eux, ils ont choisi finalement de jouer une certaine liberté dans les 2 parties de violon et d'équilibrer en fonction des œuvres qui fait le premier, qui fait le second violon. Alors Shostakovich, ici on va avoir affaire à une œuvre qui est très étroitement liée à l'histoire de l'homme. C'est un petit peu moins vrai chez Ravel, qui ne mettait pas forcément beaucoup de son histoire à lui dans ses œuvres. Shostakovich, beaucoup. Shostakovich a une vie mouvementée, tant sentimentalement que politiquement. Il a eu maille à partir avec le régime de Staline. Et justement, ce quatuor qui est écrit en 1960, il reflète tout ça. D'abord, il est écrit dans une période qui est une très mauvaise période pour Shostakovich. 1960, c'est la période où il divorce de sa seconde femme après 2 ans de mariage qui a été un véritable fiasco. C'est le moment où il a de gros problèmes avec le régime soviétique et surtout, c'est le moment où on lui apprend qu'il a une maladie incurable liée à la moelle osseuse qui l'handicapera toute sa vie. Et en plus, ce quatuor a un lien direct avec sa vie sentimentale, puisqu'il est dédié à sa première femme, Nina, dont il était éperdument amoureux, mais qui est décédée en 1954. Pourquoi ce 7e quatuor alors qu'on est en 1960 ? Parce qu'il le commence en 1959 et que c'était normalement les 50 ans de Nina. Alors en fait, cette œuvre est un véritable tombeau pour Nina. Il a exprimé lui-même, il a dit que cette œuvre était pour elle, qu'elle lui était dédiée, d'ailleurs elle lui est officiellement dédiée, et que ça racontait un petit peu à la fois, bien sûr, le souvenir de cet amour, mais quelque chose d'un peu désolé, qui va contenir beaucoup de colère, beaucoup de révolte, de la mélancolie et puis beaucoup de mystère. Alors, il est écrit
en 3 mouvements, là où tout à l'heure le quatuor de Ravel était en 4 mouvements. Ici, simplement 3 mouvements, beaucoup plus courts, et avec ce mystère. Ça commence au tout début par le premier violon qui fait une petite descente mélodique un peu mystérieuse, auxquels vont répondre les autres instruments. Il est donc contenu dans quoi, ce mystère? Bien sûr, dans la façon d'écrire la musique, mais surtout dans le fait de créer énormément de silence. On a beaucoup d'attentes dans la musique. La musique démarre, puis elle s'arrête, puis elle redémarre, puis elle s'arrête. Et on ne sait jamais ce qui va se passer ensuite. C'est là le mystère de Shostakovich qui exprime un peu de cette façon eh bien, la façon dont on est face à la vie, c'est-à-dire on ne sait jamais ce qui va se produire. Donc le début, musique, arrêt, redémarrage, et ainsi de suite. Voilà. Et puis il va recommencer, ainsi de suite. Et puis il va animer un petit peu son discours. Et comme toujours, même chez Shostakovich, on redit les choses. Mais alors on les redit, là aussi, en transformant, ce que font habituellement beaucoup les compositeurs. Alors chez lui, plutôt en simplifiant et en amenant encore un petit peu plus de mystère. Julien, est-ce que tu peux nous jouer la formule du début ? Au lieu de faire jouer ça, il va faire jouer simplement quelques notes, mais cette fois-ci, plus d'archet, encore une fois, pizzicato. Et même réponse. Et alors, il va ajouter un petit trait de génie, c'est qu'il va demander à un autre instrument, ici, d'utiliser l'archet. Un seul instrumentiste va utiliser l'archet pour faire un son qui est un son très direct, presque un peu grinçant. Tout le monde ? Et ainsi de suite. Il va recommencer. Et on a, dans cette façon, chez Shostakovich, de redire la musique, encore un petit peu plus de mystère. Et le mouvement va se dérouler de cette façon-là. On sent bien que c'est ça qu'il a à nous dire par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il a vécu avec la mort de sa femme. Le deuxième mouvement est très clairement le mouvement qui est dédié à Nina. Pourquoi encore plus ? Parce que c'est un mouvement lent, c'est donc un mouvement dans lequel on a plutôt quelque chose d'introspectif. Habituellement, un compositeur aurait écrit une très belle mélodie, très joliment harmonisée à 4 voix pour nous faire quelque chose d'assez riche en hommage à cette femme aimée. Lui, il va plutôt jouer la carte de la désolation. Ce qui reste après la perte de Nina, eh bien, c'est du vide. Alors d'abord, ce vide va être symbolisé lui-même. C'est-à-dire que dans le deuxième mouvement, jamais les 4 instruments vont jouer ensemble, ou je dirais plutôt les 4 voix ensemble. Il va y avoir à un moment donné les 4 instruments qui joueront ensemble, mais c'est simplement parce que 2 instruments feront exactement la même chose. Ce qui veut dire qu'on a d'un quatuor, on a quelque chose qui se passe toujours à 3 et jamais à 4. Et la place manquante, c'est Nina qui n'est plus là. On va avoir au début donc le second violon, qui va faire un motif très répétitif. C'est bien ce qu'on a en tête quand on pense à quelqu'un qui a disparu, c'est quelque chose qui trotte tout le temps dans la tête, et il l'exprime comme ça. Dessus, le premier violon développe une mélodie qui pourrait symboliser cette femme aimante. Et ici, un accompagnement assez mystérieux pour conclure, avec des glissando.
et ainsi de suite. C'est un mouvement très désolé, très désespéré, dans lequel il n'y a même plus tellement de mélancolie, mais quelque chose d'un peu rude, voire lugubre. On va avancer dans le mouvement et on va avoir quelque chose qui ressemble un peu à une marche funèbre. C'est vraiment Nina que l'on amène au tombeau. 22. Voilà. Et le mouvement terminera aussi de cette façon complètement désolée, en fait. Et puis un troisième mouvement pour conclure. Est-ce qu'il a repris goût à la vie? Pas tellement. Dans le troisième mouvement, il va y avoir plutôt que de la colère, que de la révolte. Alors comment en faire? Eh bien, écrire de la musique heurtée, de la musique avec beaucoup de dissonance, et puis des cassures. On va avoir au début quelque chose de très heurté avec plein de dissonances, et hop, d'un seul coup, l'alto qui fait quelque chose d'extrêmement désolé. Là encore, attente et redémarrage. Et voilà, ce qui est parti sur l'alto, c'est le début de la révolte de Shostakovich. Au début, on a ce côté, cette colère qui est exprimée par ces mouvements très rudes. Et puis, ce que vient de jouer Julian à l'alto, eh bien, c'est ce motif qui va être répété, ensuite repris par un autre violon, ensuite par le violoncelle, ensuite par encore un autre violon. Et chacun va dialoguer presque comme un combat, parce qu'il avait considéré un peu que pour lui, après la mort de Nina, c'était une sorte de combat contre la vie. Alors, il nous met tout ça en musique. Et puis, il y a toujours ces souvenirs, il y a la mélancolie. Alors, la mélancolie, dans ce mouvement, elle se fait un peu espiègle, c'est-à-dire que c'est une sorte de valse. On pourrait dire une sorte de valse, parce qu'elle est très bancale, cette valse. Elle n'est pas tout à fait à trois temps. Elle est un coup à 3, un coup à 4 ou 5. Et surtout, c'est comme quelque chose dont on se souvient d'un lointain passé, de ce qui a pu se passer avec Nina. Et puis, bien, il va finir son œuvre, évidemment, sur beaucoup de tristesse, quelque chose qui va terminer comme ça, se calmer définitivement, mais se calmer vraiment dans la tristesse. Sur ces trois compositeurs, deux sont très connus, Ravel, Shostakovich. Le troisième, beaucoup moins, il s'agit d'Hans Krása, un compositeur tchèque. Donc Hans Krása, compositeur qui a vécu dans cette période noire de l'Allemagne d'avant la Deuxième Guerre mondiale, de la montée du nazisme, et qui en a énormément souffert, puisqu'il a été persécuté par le régime nazi pour ses idées, pour ce qu'il était, et taxé de compositeur dégénéré. Les nazis avaient décrété que l'art devait exprimer un certain nombre de choses, notamment politiques,
et que ceux qui ne répondaient pas à ces critères étaient taxés de dégénérés. C'était le cas des sécessionnismes en peinture, de Klimt et les autres, et c'était bien sûr le cas de nombreux musiciens. On pense à Kurt Weill, le plus connu, mais il y en avait d'autres, Hans Leisler et le fameux Hans Krasa. Krasa est resté connu et passé à la postérité par une œuvre qu'il a composée, qui était un opéra qu'il avait composé avant la guerre, qui s'appelait Brundibar, connu tristement célèbre parce qu'il a été déporté au camp de concentration de Theresienstadt, et dans ce camp de concentration, il a fait jouer ce Brundibar par les enfants du camp qui évitaient aux enfants de partir trop vite aux chambres à gaz, puisqu'à chaque fois, c'était de nouveaux enfants qui jouaient cette pièce. Avant ça, il avait écrit de la musique, puisque lui, il ne passera pas la guerre, puisqu'il meurt en camp de concentration. Et avant cette période, eh bien, il avait composé beaucoup de musique et il faisait partie de ces compositeurs qui s'étaient intéressés à beaucoup de nouvelles choses. Le début du XXe siècle, c'est l'émergence de nouvelles musiques d'outre-Atlantique, c'est beaucoup de nouvelles esthétiques, on s'intéresse à beaucoup de choses nouvelles, ce qui déplaisait fortement aux nazis, évidemment. Et lui a mis ça un petit peu dans sa musique. Alors, sa musique, ici, pour quatuor à cordes, c'est un principe de thème et variation. On a une mélodie, on fait jouer la mélodie, et ensuite, on présente des variations, c'est-à-dire qu'on rejoue cette mélodie en la transformant le plus possible pour que l'auditeur arrive un petit peu à la retrouver. La mélodie du début, c'est une mélodie qu'il avait déjà écrite pour un opéra, mais qui a rencontré tellement de succès qu'elle est devenue une des chansons de cabaret du Berlin des années 30, extrêmement connue. Tu peux nous faire juste la mélodie, s'il te plaît, Frédéric ? Alors on voit tout de suite la mélodie effectivement se prête très bien. On imagine très bien une chanteuse chanter ça dans un cabaret berlinois des années 30. La force et l'originalité de Krasa, c'est la façon qu'il va avoir de l'harmoniser, de l'accompagner. C'est surprenant, il y a beaucoup de choses nouvelles dans la façon d'harmoniser une mélodie. Ça donne ça. Alors bien sûr, le but du jeu pour un compositeur et l'amusement quand on écrit des variations, c'est d'arriver un peu à en tirer la quintessence. Ça fait beaucoup penser à ce que font les musiciens de jazz lorsqu'ils improvisent sur un standard, sur une mélodie. Eh bien justement, Krasa fait partie de ces musiciens européens d'avant-guerre qui se sont énormément intéressés au jazz et qui s'en sont inspirés. Avant lui, bien d'autres compositeurs l'ont fait. Et lui, dans ses variations, à un moment donné, va flirter un petit peu avec le jazz. C'est pas du jazz, mais c'est une inspiration du jazz dans la façon de traiter la mélodie, dans la façon de l'accompagner. Et puis on a très clairement un très gros clin d'œil au contrebassiste de jazz qui est fait par le violoncelle.
ici, on a vraiment eu au milieu le violoncelliste qui a fait exactement ce que font les contrebassistes dans les groupes de jazz américains qui naissaient à cette époque-là. Bien d'autres procédés utilisés dans ces variations propres à Krasa, qui lui a valu son originalité, mais qui lui a aussi valu de se faire persécuter par les nazis. Et puis, juste un petit clin d'œil. Parmi tous ces compositeurs de cette époque-là, et Dieu sait s'il y en avait dans l'Allemagne nazie, malheureusement, certains ont réussi à fuir, ils n'ont pas eu tous cette chance-là, mais certains ont réussi à fuir aux États-Unis, et parmi ceux qui ont réussi à fuir, certains sont devenus les plus grands compositeurs de musique de cinéma, puisque c'était le plein essor d'Hollywood. Et Krasa avait déjà un petit peu ça dans le sang, et s'il avait eu la chance de s'enfuir de l'Allemagne nazie, il serait très probablement devenu un grand compositeur de musique hollywoodienne aussi, et on en ressent un peu les effets à la toute fin de ces variations, où on pourrait s'imaginer des images d'un grand cinéaste américain des années 50 qui termine une romance américaine.